France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Christelle Rebière. Un jour dans le monde, ce soir, nous envoie passer 5 ans à Amsterdam entre 1940 et 1945. In May 1940, Amsterdam was taken over by the Germans. In 1941, they started rounding people up. In 1942, the deportations began. C'est un voyage dans le passé, mais avec des images du présent, auquel nous invite le cinéaste britannique Steve McQueen, oscarisé en 2014 pour son film coup de poing 12 Years a Slave. Il a exploré ensuite la radicalité de l'engagement politique avec l'histoire de l'Irlande et Bobby Sands, ou encore nous a raconté le calvaire de ceux qui sont victimes d'une addiction au sexe. Cette fois, il nous emmène à Amsterdam pour un voyage dans le temps inédit. Bonsoir Steve McQueen. Good evening. Et merci de faire une escale dans Un jour dans le monde. Ce soir, votre film s'intitule Occupied City, la ville occupée. Il a été présenté au Festival de Cannes l'an dernier, hors compétition. C'est un film hors norme de plus de 4 heures qui va sortir en salle mercredi prochain ici en France. Je dis hors norme par son format, par son parti pris narratif, géographique et temporel. On va y venir. Mais d'abord, c'est un film ou un documentaire ? It's a film, whatever film is. C'est un film, quoique on peut appeler... le cinéma, ça peut être plein de choses. La caméra, je l'utilise pour enquêter, pour rechercher, pour essayer de trouver les fantômes du passé, avec les outils d'aujourd'hui. Alors, vous avez choisi de raconter la Deuxième Guerre mondiale à Amsterdam. C'est la ville où vous vivez depuis plus de 25 ans, mais sans images d'archives. Pourquoi ce parti pris ? The stem of the film came from my wife's book, Occupied City. Cette idée de film est venue du livre de mon épouse, qui s'appelle Occupied City. And what that book sort of meant, in the information that book contained was... Et les informations que contiennent ce livre was basically addresses of what happened in Amsterdam. It's over 2,000 addresses. Exprime tout ce qui s'est passé à Amsterdam pendant l'occupation, pendant la Deuxième Guerre mondiale. And for me, when I first arrived in Amsterdam, et moi, quand je suis arrivé à Amsterdam, I had the feeling I was living with ghosts. J'avais le sentiment de vivre au milieu de fantômes. A parallel narrative Il y going avait on. comme quelque chose, une histoire parallèle qui se passait en même temps que le présent. And with this book, I wanted to sort of illuminate that. I wanted to make that. Ce livre, je trouvais qu'il mettait vraiment la lumière sur ces fantômes du passé. Et comment votre femme, justement, a-t-elle travaillé sur ce projet pharaonique ? Parce qu'il y a des centaines d'histoires que vous racontez. Many years, again. Ça lui a demandé beaucoup d'années. The book, I mean, it was maybe over a decade of research. Peut-être 10 ans de recherche, je pense que ça lui a demandé. And refined research. Et de recherche encore et encore. So in the book, there's 2,000 addresses. Et il y a effectivement 2000 adresses de la ville dont on parle dans ce livre. Every single one of those addresses. Et je suis allé à la rencontre, à la recherche de toutes ces adresses. But in the film that you see, there's only 130. Mais dans le film terminé que vous pouvez voir, il n'y en a plus que 150. Et en fait, c'est une sorte d'atlas. Yes, it's an atlas, absolutely. Tout à fait, un atlas, oui. But again, away from the book, it's an investigation, it's an exploration. Et ce livre, tout comme le film, c'est une enquête, une exploration. You get lost and you get found. C'est comme une visite de la ville où vous vous perdez et où vous vous retrouvez. Donc en fait, à chaque fois, on s'arrête devant un endroit. Il y a un commentaire sobre, d'ailleurs presque clinique, en voix off, qui raconte ce qui s'y est passé. Le présent percute le passé. Yes, I mean the voiceover is from a lady called Melanie. C'est Melanie qui fait la voix off. Who's a young Jewish lady. Qui est une jeune juive. She obviously has a stake in this narrative. Et qui naturellement a quelque chose à voir et qui est impliquée dans cette histoire. Mais c'est une voix qui vient du présent, c'est pas une voix du passé. La façon dont elle dit ce texte n'est pas lointaine, elle n'est pas impersonnelle,
illustrative. Mais elle illustre, elle incarne quelque chose. Leaving the responsibility, Elle laisse la responsibility to the viewer. Responsabilité de l'émotion, elle la laisse au spectateur. She tells you what's happened here. Elle vous dit simplement ce qui s'est passé là. Not in an authoritative way as most Et c'est pas d'une façon avec autorité comme le font souvent les voix off dans les documentaires. But in a parallel discovery with the viewer. C'est une découverte en parallèle à celle du spectateur. Alors les Pays-Bas, c'est le pays d'Europe qui a le plus souffert de la Shoah. On estime que les 3/4 de la population juive y a péri. Dans votre film, vous nous racontez aussi la résistance, les dénonciations, les exécutions. On y découvre aussi de nombreux suicides. Je vous propose d'écouter un extrait tout de suite. Oostersportplein, la gare de Muiderpoort. À partir d'octobre 1942, au moins 11 000 personnes ont été déportées via cette gare. La plupart par le camp de transit de Westerbork, au nord-est des Pays-Bas, puis vers le camp d'extermination d'Auschwitz et Sobibor en Pologne occupée. Du personnel du Conseil juif était posté dans la gare pour enregistrer les partants qui devaient donner les clés de leur maison. Leurs maisons étaient scellées jusqu'à ce que les meubles et autres biens soient enregistrés, enlevés et souvent transportés en Allemagne. Voilà, et cette gare, on la voit aujourd'hui avec ses passants tranquilles. Est-ce que votre idée, c'est aussi de montrer la résilience ? Pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, en Allemagne, pas seulement aux Pays-Bas, était tragique, naturellement. Effectivement, beaucoup de Juifs ne sont pas revenus à Amsterdam après l'Holocauste. Et ça s'est passé dans beaucoup de pays, bien sûr, cette persécution des Juifs. Quelque part, le film parle de comment nous existons aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est de la résilience. Nous continuons à vivre malgré les conditions tragiques. C'est aussi un film pour moi qui parle du souvenir et en même temps de comment nous pouvons changer les choses dans le présent. C'est pas la peine de faire des films sur des choses que nous connaissons déjà. Ce film, il faut qu'il fasse partie d'un appel à l'action pour que les gens aujourd'hui tentent de changer le cours de l'histoire. Parce que ce que l'on voit dans le film, c'est ce qui se passe de nos jours. Et ce qui s'est passé par le passé, si jamais on ne réagit pas, si on ne proteste pas. C'est pour ça que vous montrez aussi dans ce présent une manifestation contre le fascisme, alors que l'extrême droite de Geert Wilders a remporté les dernières élections législatives et qu'il y a, on le sait, comme une lame de fond dans de nombreux pays d'Europe. Oui, il n'a pas gagné la dernière élection. Il a eu la majorité des voix. Oui. La vaste majorité des gens n'ont pas voté pour lui. Mais oui, effectivement, il y a un retour du fascisme en Europe et en France aussi. Et j'en suis vraiment bien conscient. Le film est quelque part, oui, antifasciste, on peut le dire. Parce qu'il montre les conséquences quand on ne fait rien pour se battre. Et la crise du Covid s'invite aussi dans votre film, Steve McQueen. On entend par exemple dans un bar le discours du Premier ministre décrétant le confinement. Là, on est en 2020. Le Covid a-t-il bousculé votre parti pris ? Quelque part, on a filmé et on a pris ce qui nous arrivait. On a commencé le film avant le Covid. Et pour moi, il s'agissait de, si jamais il pleut, alors on prend un parapluie et puis on filme. Ça ne nous a pas empêchés, ça ne nous a pas arrêtés. Naturellement, ça a changé quelque part.
le portrait de la ville que nous montrons. Mais je voulais vraiment, en tant que réaliste, en tant qu'artiste, en tant que cinéaste, j'avais envie de tenir compte de la réalité de chaque jour, telle qu'elle est. Et malheureusement, ce quotidien a été vraiment très inattendu. Alors on apprend beaucoup de choses évidemment sur l'occupation nazie à Amsterdam et parfois avec de petits gestes comme l'acte de ces résistants dans un grand magasin du centre-ville. Quand l'étoile jaune fut introduite au printemps 1942, le groupe de résistants L'Étincelle imprima 300 000 étoiles en papier avec le slogan « Juifs et non-juifs unis au combat ». Certaines de ces étoiles furent jetées du toit de Bijenkorf et volèrent dans les rues. Des histoires comme celle-là, on le disait au début de cette interview, il y en a des centaines dans votre film Occupied City. Vous cherchez à créer un effet hypnotique avec en quelque sorte des centaines d'Anne Frank partout. No, there isn't hundreds of different Anne Franks. Oh non, il n'y a pas des centaines d'Anne Frank. No, again, there's lots of versatility in the stories. There's lots of. Il y a tellement de variété dans ces histoires, elles sont toutes différentes. C'est un film sur la mémoire et aussi sur la vraie vie, la vie concrète. Et dans notre film, on voit des gens d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas quelque chose d'exotique, c'est pas quelque chose de lointain. C'est pas quelque chose que vous avez vu sur des vieilles images poussiéreuses en noir et blanc. L'ordinaire de l'époque devient extraordinaire. Et c'est pour ça que, quelque part, Anne Frank n'a pas vraiment de place dans le film. Je ne voulais pas que les personnages du film soient des personnages du passé. Je voulais que ce soient des gens comme nous. Anne Frank est présente dans le film, mais mais son adresse, son immeuble, là où elle habitait, c'est devenu un musée. Moi, je ne voulais pas que ce soit un film musée. Vous le disiez, c'est un film sur la mémoire. L'écrivain français Aimé Césaire, que vous connaissez peut-être, disait « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». Vous souscrivez ? Do you agree with that? Not necessarily, because mais pas nécessairement. Again, I feel that, with young people, j'ai le sentiment que parmi les jeunes, on les voit assis comme ça sur un banc, en train de fumer de l'herbe. Ils semblent ne pas s'intéresser du tout à leur histoire. Alors que il y a des gens qui sont morts et qui se sont sacrifiés pour que justement ils puissent quelque part s'en foutre. Et quelque part, c'est une bonne chose parfois de ne pas tout le temps penser à la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'on ne peut pas, quelque part, être préoccupé par ça dans tas de choses. Mais j'ai voulu rendre un équilibre, montrer les choses avec équilibre. À la fin de votre film, on voit aussi une manifestation pour défendre le climat. Quel sera votre prochain combat? Your next fight. I don't have my next fight. Ah, mon prochain combat. Hein. J'ai pas vraiment de combat. Je suis un artiste, je suis un cinéaste. J'ai la chance d'être dans une position où je peux montrer des choses, je peux orienter l'attention des gens sur quelque chose. Et je préfère continuer à faire des films de ce sens comme ça, plutôt que de sortir mon flingue. Et quel sera votre prochain focus? Je prépare un film qui va sortir cette année qui s'appelle Blitz, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, encore une fois, et parle des gens qui ont survécu au bombardement en Grande-Bretagne. Merci Steve McQueen. Je peux vous dire qu'en tout cas, nous, on ne se promènera plus jamais de la même façon dans les rues d'Amsterdam. Merci d'être passé par France Inter. Je rappelle que votre film Occupied City sort en salle mercredi prochain. Et merci aussi à Harold Manning qui a assuré la traduction de cette interview. C'était mon plaisir. Merci de m'avoir invité. Le 18-20, Christelle Rebière, sur France Inter.
La suite ce soir se passe en Polynésie, toujours à bord du Plastic Odyssey. Nous rencontrerons son cofondateur. Et pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufresne sous les radars. Au Canada, où un an après, on en sait enfin plus sur le casse du siècle à l'aéroport de Toronto. Le Monde à 18h50 avec vous, Frédéric Saïs, bonsoir. Bonsoir Christelle. Que devient l'homme à la tronçonneuse ? L'ultralibéral Javier Milei, qui promettait de tailler dans les dépenses publiques, est au pouvoir en Argentine depuis 150 jours. Et dans la tech, la première, Stéphane Jourdain. Paris est en train de devenir une des places fortes de l'intelligence artificielle générative. Certains parlent même d'une seconde Silicon Valley. A tout de suite. En attendant, on se laisse emporter au paradis par la New-Yorkaise Norah Jones. Paradise, un extrait de son dernier album Visions. Après l'aéroport. Dernier épisode de notre reportage à bord du Plastic Odyssey, ce bateau qui sillonne les mers pour sensibiliser à la pollution. Rencontre avec le cofondateur et figure de proue du projet, un jeune breton de 33 ans. Ingénieur, marin, bénévole, entrepreneur ou encore scientifique, près de 45 personnes le suivent désormais dans cette aventure. Depuis octobre 2022, Simon Bernard, c'est son nom, est l'un des rares à vivre à temps plein sur le bateau et c'est aussi son odyssée personnelle. Un portrait signé Margot Bédé et Quentin Pommier. Yorana, Simon. Alors là, on est à Ao, sur une île un petit peu perdue. Donc on n'avait pas prévu de faire grand-chose. Mais c'est plus fort que lui. Après 15 jours de navigation, l'escale devait être reposante jusqu'à ce que Simon Bernard repère dans un coin de l'île des sacs pour trier le plastique. Alors le voilà en train de pousser les portes de la mairie. Alors du coup, vous êtes venus avec... Vous êtes venus ensemble ? Oui, voilà, oui. Ok. Moi, c'est Jeunet Moana, secrétaire général de la commune de Ho. On est parti ? On voit les décharges ? Là, on marche à l'intérieur vraiment de la décharge. Et donc là, même le plastique qui est trié, il arrive ici. Il arrive ici. Ok. Là où certains se désespéreraient de voir tout ce plastique, Simon préfère voir une opportunité. Depuis que je suis tout petit, j'adore inventer des trucs, mais toujours sur des thématiques environnementales. J'avais envie d'économiser l'eau, l'énergie. Je pense que c'est parce que j'ai fait beaucoup de camping sauvage quand j'étais petit. Et donc c'est ça qui me passionne. Et donc petit à petit, je m'en suis venu à travailler sur ces sujets-là. Maintenant le plastique. Et à devenir conscient maintenant des problématiques environnementales, mais à la base, j'étais pas forcément conscient. Donc c'est vraiment par envie d'innover, d'inventer des choses que j'en suis venu à travailler là-dessus. Alors forcément, quand il découvre que la commune de Hao a mis en place des fontaines à partir de l'eau de pluie, ses yeux s'illuminent. Oh yes, trop bien. C'est des filtres à charbon, ça ?
Ouais, là, vous avez un filtre à charbon et là, vous avez un filtre isolé. Simon, observateur à l'écoute des initiatives locales, et Simon, acteur lorsqu'il plonge par exemple à 10 mètres de profondeur en quête des stigmates d'une ferme perlière abandonnée. Là, on est au milieu du lagon, donc on pourrait croire que c'est un lac, mais ça souffle et la mer commence à être formée. On part voir les types de déchets qu'on peut retrouver et ça va être vraiment notre gisement à l'avenir, donc il faut qu'on parte de déchets du terrain pour pouvoir les recycler et voir les défis qu'on pourrait avoir. Ouais, c'est parti dans cette équipe. Après 30 minutes de plongée au milieu de poteaux en bois plantés dans le récif, Simon remonte à la surface et remonte le temps aussi. Ça fait 1 an et demi qu'il parcourt les mers du monde. Je suis super content parce que c'est vrai que le format d'escale sur l'Afrique, l'Amérique du Sud, ça a été plutôt de recevoir des entrepreneurs et de faire des démos. Là, on attaque dans le dur, on fait vraiment de la recherche sur des déchets dont personne n'a vraiment essayé finalement de recycler. Donc c'est là où ce bateau usine laboratoire prend tout son sens et on voit à quel point derrière on va pouvoir convaincre. Et c'est avec un simple banc que Simon et ses équipes vont tenter de convaincre. Un banc conçu avec des déchets plastiques abandonnés et offert à une école située dans un petit atoll en Polynésie. Les enfants, vous avez reconnu Simon ou pas ? C'est la première fois depuis qu'on est arrivé en Polynésie qu'on a un accueil comme ça avec les traditionnels colliers. On est gâtés en plus, on en a 3 chacun. C'était trop marrant. Ils voulaient tous venir faire un check. Ça fait super plaisir, quoi. C'est vraiment là où tout ce qu'on fait prend son sens finalement. Dans 3 jours, Simon et les équipes du Plastic Odyssée poseront pied à terre aux Fidji à la recherche de nouvelles initiatives locales pour lutter contre la pollution plastique. Reportage signé Margot Bédé et Quentin Pommier. Sous les radars, Kevin Dufresne. Exactly 1 year ago, 6,600 gold bars. Nous sommes d'abord au Canada où un mystère commence à se dévoiler. Oui, c'était il y a 1 an, le 17 avril 2023. Une cargaison de lingots d'or d'une valeur de 13,5 millions d'euros était volée dans un hangar à l'aéroport international de Toronto sans que personne n'arrive à donner d'explication sur ce qu'il s'était passé. Le chef de la police lui-même avait alors l'air complètement sonné face aux journalistes. Et bien hier, 1 an jour pour jour après le casse, conférence de presse en grande pompe et les autorités annonce que 6 suspects ont été arrêtés, dont 2 employés d'Air Canada, parce que l'enquête au long cours a mis en évidence que ceux qui ont fait le coup avaient des complices à l'intérieur de l'aéroport. En fait, quelques heures après l'arrivée de ces lingots à Toronto en provenance de Suisse, un homme s'est présenté en camion avec un faux document lui permettant de charger l'or. Le magot n'a pas été retrouvé, mais d'après les enquêteurs, l'or aurait servi au trafic d'armes. Voici en Slovaquie où l'on récolte des fonds. Oui, près d'1,5 million d'euros déjà réunis pour acheter des munitions pour l'armée ukrainienne, le tout en 3 jours seulement, sauf que là ce n'est pas l'État qui s'en charge, c'est une initiative citoyenne lancée par plusieurs associations qui refusent de ne rien faire alors que leur gouvernement est maintenant plutôt tourné vers Moscou. En effet, le Premier ministre Robert Fico a mis fin à l'aide militaire de la Slovaquie à l'Ukraine lors de son retour au pouvoir en fin d'année dernière. Alors les porteurs de ce projet ne vont pas eux-mêmes acheter des munitions, ils veulent verser l'argent récolté à l'initiative lancée par la République tchèque pour acheter des centaines de milliers d'obus, une initiative à laquelle participe d'ailleurs notamment la France. If you insist on staying, then you will have to adapt. Enfin, nous sommes aux États-Unis où des jeux vidéo vivent une deuxième jeunesse. Oui, grâce à cette série Fallout sortie il y a 10 jours sur Prime Video, adaptation des jeux éponymes de l'éditeur Bethesda, un Los Angeles post-apocalyptique après une catastrophe nucléaire, un peu de western, beaucoup de flingues, beaucoup d'humour aussi. L'adaptation en série est un vrai succès critique, y compris auprès des fans assidus de la licence. Et cette série, elle dope les ventes des jeux vidéo Fallout. D'après les chiffres du site spécialisé
SteamDB. Entre le 9 et le 16 avril, Fallout 4, pourtant sorti en 2015, a été le 5e jeu le plus vendu sur Steam, la principale plateforme de jeux en ligne pour PC. Fallout 76, le dernier opus de la saga, est 7e de ce même classement. Lundi, il y a eu 4 fois plus de joueurs en ligne sur Fallout que d'ordinaire. Un succès attendu par l'éditeur qui a même prévu une mise à jour la semaine prochaine pour que Fallout soit dispo sur les consoles nouvelle génération avec donc encore plus de joueurs. Merci Kevin, et vous cédez la place à celui que l'on surnommait le Gigi Kell des savanes, le burkinabé Victor Démé. John Maya. D'aimer John Maya sur France Inter. Le Monde à 18h50, c'est avec Frédéric Saïs. Christelle Rebière. Le 18-20. Il a été comparé à Donald Trump à cause de sa coiffure hirsute et de son programme ultralibéral. Le président argentin Javier Milei fête aujourd'hui les 150 jours de son élection. Frédéric Saïs, et visiblement, il y a un écart entre les promesses de campagne et la réalité. Oui, avec un renoncement symbolique cette semaine, finalement, le président argentin ne prendra plus des avions de ligne. Il l'avait pourtant promis pendant sa campagne pour économiser l'argent public. Depuis son élection, il avait d'ailleurs à plusieurs reprises voyagé sur des vols commerciaux. À chaque fois, applaudissements et selfies avec des passagers mis en scène sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est fini. Le fantasque Javier Milei s'envolera désormais avec l'avion officiel de la présidence. Motif invoqué, raison de sécurité, sans plus de précision. Ce revirement illustre le fossé qui peut exister entre les promesses de campagne et la réalité du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas sur le fond de son programme. Pendant sa campagne, Javier Milei avait exhibé une tronçonneuse, on s'en souvient, pour symboliser les coupes qu'il comptait faire dans la dépense publique. Est-ce qu'il a tenu parole ? Il a effectivement lancé plusieurs paquets de réformes pour réduire la place de l'État. Baisse des subventions, l'électricité et le gaz coûtent donc plus cher aux ménages, 60 000 postes de fonctionnaires supprimés, les salaires et les retraites gelés, le droit du travail et l'encadrement des loyers détricotés. Mais là aussi, Javier Milei s'est heurté au principe de réalité. Il a abandonné sa promesse de faire du dollar la monnaie de l'Argentine, irréaliste, et surtout, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tout décider tout seul. Son parti politique n'est que le 3e au Parlement, trop faible pour empêcher les députés et les sénateurs de bloquer les textes de loi. Autre obstacle, les présidents de région, les gouverneurs, qui ont plus de pouvoir qu'en France, rechignent eux aussi à appliquer la volonté présidentielle. En rétorsion, Javier Milei fait du chantage aux subventions et tente de contourner le Parlement en gouvernant
par décret, méthode jugée en partie inconstitutionnelle par la justice. Le bouillonnant président argentin va donc devoir apprendre à composer avec la classe politique, ce parlement qu'il qualifiait il y a encore quelques semaines de trou à rats. Alors, est-ce que ça signifie que Javier Milei compte abandonner une partie de son programme ? Non, car il s'estime sur la bonne voie. L'inflation décélère. En rythme mensuel, elle est passée de 25% à 11% sur les 3 derniers mois. L'inflation qui mine depuis des années l'économie argentine. Cette performance a été saluée ce matin par le FMI. L'opposition conteste ce succès. Pour elle, c'est d'abord parce que les Argentins n'ont plus les moyens de consommer, que la demande baisse et donc que les prix se tassent. Il n'empêche, Javier Milei reste populaire, 50% de bonnes opinions. Il veut donc poursuivre les réformes malgré la résistance du Parlement. Une opposition qui pourrait même, paradoxalement, lui rendre service. S'il ne parvient pas à redresser l'économie argentine comme promis, Javier Milei n'hésitera pas à rejeter la faute sur la classe politique qu'il surnomme la caste et qu'il jure de réduire à néant. Frédéric Seyss, merci. Le jeudi, c'est la Tech la première. France Inter. Le 18-20. Et cette semaine, Stéphane Jourdain, vous nous dites que Paris joue dans la cour des grands de l'intelligence artificielle générative. La région parisienne est devenue une de ses places fortes. Oui, il y a quelques semaines, un dirigeant d'une grosse start-up d'intelligence artificielle parisienne me disait très sérieusement que Paris est en train de devenir, grâce à l'IA, ni plus ni moins que la nouvelle Silicon Valley. Alors l'affirmation peut faire sourire, mais il est vrai qu'il y a actuellement, à Paris, une réelle effervescence dans le domaine de l'IA générative, avec une concentration de talents et un bouillonnement de start-up. Juste 3 chiffres à avoir en tête. La France est le 3e pays au monde qui attire le plus d'investissements en capital risque dédiés à l'IA générative, derrière les États-Unis et Israël. Paris est la 3e ville mondiale en termes d'investissement en IA générative derrière San Francisco et New York. Et on dénombre actuellement 141 startups dédiées spécifiquement à l'IA générative en France, selon les décomptes du cabinet de conseil Wavestone. Un chiffre impressionnant pour Shadi Antouche, directeur en charge de l'IA de ce cabinet. Donc ça, c'est le chiffre effectivement le plus impressionnant de l'étude. Et vous voyez, sur ce segment très spécifique, on a déjà beaucoup de startups. Il se passe quelque chose de spécifique à Paris qu'on ne voit pas dans les mêmes proportions, même à Londres. Ces startups sont jeunes et petites, la moitié ont moins de 10 employés. Et la plus célèbre d'entre elles, Mistral AI, compte 30 personnes. Ces startups cohabitent avec des mastodontes de la tech, comme Qt AI, le laboratoire que vient de lancer Xavier Niel, ou Google, qui vient d'inaugurer en février à Paris un nouveau centre dédié à l'intelligence artificielle avec 300 chercheurs et ingénieurs. 3e centre, le plus important de Google dans le monde. Et Ludovic Perrand, l'un des responsables du centre d'IA de Google, espère que cette décision va encore renforcer l'attractivité de Paris. On espère que notre implantation va contribuer à rendre l'écosystème encore plus vibrant et placer la France vraiment au centre de la map monde de l'IA mondiale. Alors votre constat a l'air assez implacable, Stéphane. Pourquoi Paris est aussi attractif ? Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, la France a 3 atouts historiques. Une tradition d'ingénierie dans le domaine de l'IA et des mathématiques reconnue dans le monde entier. Des institutions de premier plan dans la recherche, comme le CNRS, l'INRIA ou l'Institut Curie, et des formations d'excellence en ingénierie et mathématiques, Polytechnique ou le Master de Saclay. Ensuite, Paris a bénéficié de l'implantation très précoce, il y a près de 10 ans, du principal laboratoire d'IA de Facebook dans le monde. Le labo FAIR, une centaine de chercheurs aujourd'hui, a été lancé par un Français, Yann Lequin, qu'on a pu interroger la semaine dernière. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je pense que ça a eu un énorme impact en fait, parce que ça a donné des perspectives de carrière vraiment attractives pour les jeunes Français talentueux. Beaucoup des grands talents de l'IA française ont travaillé dans ce laboratoire, 2 des 3 fondateurs de Mistral par exemple. Yann Lequin nous explique pourquoi Facebook a décidé d'installer son laboratoire d'IA à Paris en 2015. La raison pour laquelle on s'est établi à Paris, c'est la concentration de talents. C'est-à-dire, en Europe, si on veut une grosse concentration de talents dans ce genre de domaine, c'est soit à Londres, soit à Paris. L'Allemagne a énormément de talents, mais ils sont beaucoup plus disséminés. Et puis les autres pays ont des talents, mais pas aussi nombreux, concentrés, etc. Et puis surtout, la place n'était pas occupée. Londres était déjà occupée par Microsoft Research, par DeepMind, alors qu'à Paris, bon, il y avait un petit labo de Google, mais qui n'était pas très gros. Donc ça nous a permis, en fait, vraiment de fleurir très rapidement. Et puis, il y a une deuxième raison, assez inattendue, qui fait que les Français se sont mis à l'intelligence artificielle. En 2008-2009, il y a eu un crash boursier qui fait que les jeunes étudiants talentueux sortant des grandes écoles, au lieu de faire de la finance, finalement se sont redirigés vers la technologie et en particulier ont décidé de, par exemple, faire des doctorats en IA parce que c'est vraiment le truc le plus cool à faire aujourd'hui.
Bon, donc il se passe quelque chose, mais franchement, est-ce que pour autant ça a vraiment du sens de comparer Paris et la Silicon Valley ? Alors non, pas vraiment. C'est ce que nous dit Olivier Alexandre, un sociologue qui a écrit un livre passionnant sur l'écosystème de la Silicon Valley, la tech, quand la Silicon Valley refait le monde. Je ne veux pas flinguer votre chronique, mais c'est vrai qu'il faut peut-être nuancer. Alors nuançons. Dans la Silicon Valley, il y a 3 millions d'habitants et un tiers d'entre eux travaillent dans la tech, explique le sociologue. Donc il y a une concentration de talents et de travailleurs qui couvrent en fait l'ensemble des métiers de la chaîne. Quand vous êtes une start-up avec des jeunes diplômés extrêmement brillants et demandés sur le marché du travail, si en face de vous, géographiquement, vous avez Nvidia, un peu plus loin, vous avez Google, et de l'autre côté de la rue, vous avez un bureau de Microsoft, ça sera plus simple que si vous êtes dans le 10e arrondissement, que vous attendez votre supercalculateur européen Jules Verne qui doit arriver en 2025 ou en 2026, vous ne savez pas exactement, que Atos est dans une situation de possible liquidation financière ou judiciaire, que du coup, vous n'avez pas beaucoup d'autres options que, en gros, faire des partenariats avec les Américains. Pour faire des intelligences artificielles, il faut des talents, des processeurs puissants, des bases de données et des data centers. Et la France a des talents, mais elle manque de tout le reste. C'est super d'avoir des petites équipes d'un point de vue de la vie économique, des startups, etc. Mais la question de reste, la nécessité d'envisager le domaine de l'intelligence artificielle comme un écosystème où les uns vont pas sans l'autre. Parce que si on envisage juste la dimension la plus immatérielle, la plus fun, que sont ces petites équipes type Mistral où ils sont 30 et ils font un travail remarqué dans le monde entier, à terme, il va y avoir des problèmes et des enjeux de captation des talents et des produits, probablement par les grands géants du numérique, parce qu'en fait, c'est pas possible autrement. Bref, pour conclure, Paris est un centre émergent de l'IA générative, mais la France a des défis majeurs à relever pour ne pas stagner. D'autres pays avancent très vite. Les pays du Golfe investissent dans l'IA à grand renfort de pétrodollars. Et si la Chine est en retard dans l'IA générative, elle demeure un géant de l'intelligence artificielle classique. Stéphane Jourdain, la tech la première. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h et le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Rédacteur en chef du 18-20. Et ce soir, on chante en chœur. Oui, on parle des chorales. Elles se multiplient. 3,5 millions de Français et de Françaises adorent. Mappy sur WhatsApp, elle a commencé à discuter avec 3 personnes en septembre dernier pour créer une chorale dans son village du Lot, 280 habitants. Ils ont trouvé le chef de chœur. La professeure de chant est essentielle. Nous découvrons nos voix. Nous travaillons des harmonies, nous découvrons des répertoires, des pupitres. Et c'est un vrai plaisir tous les lundis soirs de nous retrouver. Message d'Emma également sur WhatsApp. Je chante en chœur mix depuis 12 ans. Ce n'est que du bonheur. Un numéro au téléphone et sur WhatsApp 01 45 24 7000.